Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Le chevalier des Gémeaux Tu auras protégé Athéna jusqu'au bout. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros, Fred Ninja. Oh Ninja mon gars, je suis revenu, ça faisait quelques temps, l'antenne m'avait manqué et c'est vrai que c'est le plaisir de te retrouver en pleine forme et de retrouver les auditeurs. Et pour ceux que ça intéresse, bah oui, une petite absence parce que voilà, des jumeaux qui sont arrivés en avance et tout ça, donc ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'inquiétude, maintenant tout va bien. Et c'est vrai que je suis bien content de me libérer un petit peu ce soir entre trois pleurs et de pouvoir parler d'une nouvelle série qu'on couvre sur le podcast. Mais ouais, ça fait plaisir. Fred, déjà, hein, entre nous, félicitations ma poule. Ouais, merci. Alors, tout content, hein. Ouais, deux petits gars, deux futurs lecteurs de livres dans d'autres héros, deux futurs rôlistes, deux futurs métalleux, tout quoi. Oh bah c'est parfait. Et puis, de toute façon, avec le parrain qu'ils ont, c'est sûr que ça va être heavy metal all the way, hein. Et votre geek à souhait, c'est clair. Aucun souci là-dessus. Tu vois, je vais leur faire jouer du Murkborg, ça va être génial. Ok, écoute, mais ouais, mec, écoute, les auditeurs, un plaisir de vous retrouver. Voilà, ça fait très longtemps avec Fred qu'on s'est pas retrouvé pour faire donc une analyse, une critique, une aventure ensemble. Comme tu l'as dit, Fred, nous allons donc attaquer le premier volume de la saga des Messagers du Temps, qui s'intitule Le Carillon de la Mort. Alors, il y a un petit peu du background hein, sur ce livre. C'était donc une sélection, notre vote de nouvelles séries qui a eu lieu donc en 2022, en fin d'année, en décembre. Et c'est donc Le Carillon de la Mort qui a gagné. Bien sûr, comme vous l'avez entendu, il s'est passé pas mal de choses dans nos vies, surtout Fred. Hein. Et donc, voilà pourquoi ce podcast arrive un peu plus tard que prévu. Mais d'ici là, on avait déjà fait le Mario Scorpion avec Fabien, qui était un podcast aussi, qui a été élu au vote. Voilà, en gros, ça nous fait vraiment plaisir. Et c'était une superbe sélection. C'était tout juste avec la saga... C'était Chroniques crétoises. Les Chroniques crétoises, oui, absolument. Et je sais que là aussi, il y avait vraiment une très bonne critique là-dessus. Donc, vous allez voir, on a passé un moment vraiment intéressant dans ce livre. Mais venez avec nous, faisons une petite introduction. Alors, je vous ai bien lu, pas seulement une introduction pour le Carillon de la Mort, mais plus en fait pour le podcast. Quelles sont les nouvelles ? Voilà, comme on l'a déjà dit constamment, hein, des votes, pas mal de choses. Donc, si vous voulez nous aider financièrement à supporter le podcast et à participer à tous nos votes, les petites choses qui se passent sur le Patreon, on offre des scénarios, des petites fiches créées, on discute entre nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le patreon.com/pdvelh. Et puis, récemment, nous avons enregistré la saison 2 de L'Œil Noir. Fred, on a passé un super moment. Oui, pareil, c'était en fait mon pré-retour pour les jeux de rôle. J'avais manqué la première campagne. C'était un plaisir, il y a eu une bonne ambiance et franchement, ça fait plaisir de rejouer aux jeux de rôle parce que c'est devenu très rare. Et c'est vrai qu'à distance, c'est pas la même chose, mais là, j'ai pas senti la différence. C'était vraiment fun et en plus, on connaît pas forcément intimement tout le Patreon et là, quand on fait des parties avec eux, c'est bien cool. Et je trouvais qu'il y avait une bonne osmose et c'était sympa. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est un Patreon, je rajoute, en fait, on a mis en place les essais gratuits. Vous pouvez essayer pour voir si ça vous plaît. Et si ça vous plaît pas, voilà, sans obligation. Et des fois, les gens, ils savent pas trop ce que c'est. Donc, si vous voulez voir ce que c'est, tranquillou. Ouais, absolument, voilà, la démo, comme à l'époque, hein, quand vous achetez votre Gen 4, voilà, vous avez le CD démo, on essaie de faire la même chose, hein, bien sûr, au podcast, tout est nostalgie ici. Alors, Fred, dernière chose aussi, hein, dans l'envers du décor, cet été, nous allons couvrir pas mal de livres. Fred, je suis content parce qu'on va se retrouver tous les mois avec un bouquin, un bon livre-jeu, et c'est vraiment chouette, et surtout, on va compléter donc, aboutir cette saga de plusieurs livres avec la fin de la saga de la Voix du Tigre. Alors, je sais pas si vous avez entendu au montage, mais quand j'ai dit la saga, il y a eu de la foudre juste derrière moi. Mais alors, cette saga, franchement, moi, ça m'a tout fait rire parce que je crois que c'est un des premiers bouquins qu'on a fait ensemble, donc ça date. Je crois qu'on n'y a pas touché pendant 2, 3, 4 ans. Moi, je militais pour que le truc revienne. Ça revenait jamais. On avait toujours une programmation de fou et diverses et variées. Et putain, maintenant, tu me dis qu'on va la finir. Mais c'est pas possible. Et bien, maintenant, tu vas dire qu'on a déjà fait 100 épisodes, ça se trouve. Alors, beaucoup plus que ça. Ah ouais, c'est vrai, on a fait 100 épisodes. Regarde. Tu sais lequel c'est, celui-ci? Parce qu'on met plus de numéro, hein. Oui, on s'est dit... c'est le 109.
109, mais ouais, c'est génial. Ça fait bizarre. Hein. Mais oui. Alors attends, je te reprends juste sur la voix du tigre, parce qu'au bout d'un moment, je t'ai écouté, j'ai dit, tu sais quoi, t'as absolument raison. Et ne l'ignore pas, s'il te plaît, mais on a quand même fait 2 épisodes de la voix du tigre depuis 2 ans, on en fait 2 chaque fois, hein. C'est quand même pas mal, non? Mais oui, parce qu'on les a fait en 2016, je crois, et donc c'est à partir de 2020 que... Donc j'ai dit, parce que je dis, pendant 4 ans, on n'y a pas touché, mais le scandale, quoi. Oui. Le scandale, absolument. Mais voilà, écoute, on a repris, et on a repris avec la force du ninja, quand même, on enchaîne, et donc cette année, voilà, nous allons compléter le 6e volume, Les démons de Manmarch. Allez, les auditeurs, auditrices, sans plus tarder, plongeons dans l'univers des messagers du temps. Alors, qu'est-ce que le Carillon de la Mort? Alors, c'est la première aventure de la série des Messagers du Temps. Cette série ne sera jamais rééditée. Elle est pourtant originale dans le fait que l'on peut incarner un personnage masculin ou féminin. Alors, malgré sa rareté, sa cote n'est pas très élevée et c'est très facilement trouvable en occasion pour quelques euros. Hein, donc, si vous voulez vous faire la collection des 4 livres, aucun souci. L'histoire fait 370 paragraphes et malgré ce que veulent nous faire croire Folio constamment à mettre des fighting fantasy et des œuvres anglaises, eh ben voici un beau livre fabriqué en France, un livre-jeu bien français. Cocorico, hein, on a envie de dire, Fred. Oui, mais donc, en fait, il y a eu tout un mystère autour de ce livre. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais je pense que ça a été assez rapidement dévoilé. Mais oui, on va dire pur marketing. Tout est marketing, on l'a déjà dit, tout est marketing. Alors, plongeons en 1987. Allez, synthé en route. Alors forcément, 87, hein, il y a un film, un film qui aurait dû gagner le festival de Cannes, hein, ne rigolons pas, on parle bien des Masters of the Universe de la Golden Globis, hein, qui s'appelle aussi le studio Canon, bien sûr en français, les maîtres de l'univers. Ah, c'est Canon qui l'a fait? Ça m'étonne pas. C'est le film qui les a ruinés en plus. Ça a coûté tellement cher. Mais tu sais quoi? Mais tu sais que c'est un de mes premiers souvenirs de cinéma. En plus, je suis allé le voir avec l'école. Ils nous ont emmené voir les maîtres de l'univers. C'est pas vrai. Je te jure. Et moi, la scène là, quand ils surfent, quand ils volent dans les rues de New York, là, j'ai trouvé ça énorme avec les gros pecs de Dolph Lundgren là. Le Skeletor, il faisait flipper, mais c'est un de mes premiers moments de cinéma. Je crois que j'ai vu La Belle et le Clochard, les maîtres de l'univers, et après j'ai dû voir Batman. Tu vois. Et en plus, le casting était dingue. Hein. Oui, comme t'as dit, il y avait Dolph Lundgren qui jouait Musclor, Prince Adam. T'avais Frank Langella qui jouait Skeletor, un acteur américain qu'on voit pas mal dans du grand cinéma, hein, pas seulement dans série B ou nanar. Et puis, bien sûr, l'un des premiers rôles de Courtney Cox, hein, plus connue sous Monica dans Friends. Et maintenant qu'on peut voir des fois dans des... Scream, je crois aussi, non? Elle est dans les films Scream. Oui, oui. La saga Scream, ouais. Je me suis arrêté à 2, moi. Je sais plus trop ce qui se passe. Donc, bref. Ouais, non, écoute, c'est très bon. Alors, Fabien, on veut vite dire, il a un petit commentaire pour nous. Il disait que le film est quand même une curiosité, un nanar, mais un nanar agréable à voir. Fabien, je suis pas d'accord avec toi. Ce film, c'est un coup de maître. C'est un film excellent au point que je l'ai en remaster 4K Blu-ray. Je déconne pas, mec. Mais moi, c'est pareil. Moi, j'ai envie de le revoir. Hein. En fait, je me suis dit, tiens, je reverrai bien ce film-là. Bon, c'est sûr, on réfléchit pas trop, mais oui, c'est ça. Non, mais le film, bien sûr, a un côté un petit peu nanar. Forcément, c'est du petit budget Canon, mais ce que j'ai toujours aimé chez Canon, c'est qu'il y a de l'amour. Les gens, ils aiment quand même ce qu'ils font, ils ont peu d'argent, et avec le peu, ils essayent de faire quelque chose de grandiose. Il y a quand même un super boulot de costume très amusant. Evelyn, avec son costume de prêtresse maléfique, et puis il y a aussi l'homme Raptor avec un casque futuriste, Prince Adam de Dolph Lundgren avec sa cape, ses pectos. Je dis, on suit quand même le maître de l'univers. Moi, je trouve ce qui est dommage de ce film, et puis on va avancer sur les maîtres du temps, hein. Je dirais juste que c'est dommage que c'est un de ces films, pour gagner du budget, ça se passe en Californie, tu sais, genre la machine à voyager dans le temps, on se téléporte. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas passé un peu plus de temps en Eternia, donc le pays de Musclor. Oui, puis sur le budget, puis il y a certains personnages qui manquent, comme le petit magicien Orko et son tigre, et She-Ra aussi. Fred, vas-y, démarre le DeLorean, retournons en 2023. Oui, et donc vous savez, nous les auditeurs, on aime bien commencer un livre en parlant de sa couverture. Pour ceux qui connaissent la série des Messagers du Temps, la couverture de Carillon de la Mort intrigue quand même. Il y a plein de symbolisme, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de plans superposés.
Et moi, je trouve qu'elle fait son petit effet. Je sais que toi, t'es beaucoup plus doué que moi pour les décrire. Alors, je te laisse en parler vite fait. Bah écoute, merci, c'est gentil. Hein. Alors, Le Carillon de la Mort, en effet, une couverture illustrée par Christian Broutin. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, au premier plan, on a une de ces créatures chimères, un sort d'hippopotame avec une langue qui vient tout droit du film de John Carpenter, The Thing, qui est complètement étendu, qui mesure au moins une dizaine de mètres, qui attrape un héros au sabre dans une armure, j'ai envie de dire dark fantasy, qui justement le projette en l'air, mais ce guerrier, on dirait qu'il ne lâchera pas l'affaire. Au deuxième plan, on voit comme une sorte de montagne de crustacés ou une sorte de montagne en proche de la mer, avec une silhouette vers la gauche obscurcie dans un voile de malfaisant. On sent bien sûr que c'est notre antagoniste. Et puis, à l'arrière-plan, tout au fond, on voit donc ce qui est intitulé le livre, Le Carillon de la Mort. Voilà, une grande tour avec un carillon qui, bien sûr, est l'intrigue de ce premier volume. Alors, les couleurs, je trouve ça top. On est dans du contraste noir avec du cyan, du bleu, et un dégradé du ciel qui nous plonge vers ce rivage en eau basse. Mais ce que j'aime beaucoup, Fred, c'est l'utilisation du rose, l'intérieur de cette bouche de monstre et cette langue qui justement projette parfaitement avec ce bleu et ce noir. Ça donne du pop, comme on dit, hein. Ça fait ressortir ce monstre. Et c'est vraiment une scène, on sent que c'est le climax. On sent que les enjeux sont là, quoi. Il faut s'en sortir, sinon c'est la fin de l'aventure. En fait, c'est vrai qu'elle est bien foutue, parce que t'as le premier plan, tchac, ça t'accroche, et puis derrière, tu vois qu'il y a de la nuance, et ça te fait une ambiance. Donc c'est vrai qu'elle a plutôt réussi. Après, elle est un peu what the fuck, quand même, parce que tu dis, putain, le mec, il est pas à 20 mètres de hauteur, parce qu'il a une langue de caméléon qui lui colle au cul, excusez-moi. Le mec s'envole, on dirait qu'il a envie de taper avec son épée avec les lances, et c'est inhabituel, quoi. En tout cas, ça fait un peu épique et mystérieux. C'est une belle couverture. Donc oui, tu l'as nommé, c'est donc Christian Broutin qui l'a réalisé. Donc sachez qu'il a 90 ans, qu'il a toujours gardé son âme d'enfant, et c'est lui qui a réalisé Le Carillon de la Mort. Et comme souvent, dès son enfance, a été baigné dans le dessin, la peinture, grâce à son oncle. Il a eu un peu de chance. Et lui, Christian Broutin, il savait qu'il serait déjà peintre une fois qu'il sera adulte. Il en était persuadé. Sa spécialité, c'est la peinture à l'huile ou à l'acrylique. Et il disait lui-même que comme la vie d'artiste n'est pas toujours facile et qu'il faut bien vivre, il a beaucoup travaillé pour les maisons d'édition, les publicitaires et même pour la poste. Et il a perdu le compte de tout son travail, le nombre d'illustrations qu'il a faites. Et c'est vrai qu'il a même fait des affiches de films. Bon, vrai qu'un vrai artiste et qui a fait de l'alimentaire, donc qui a fait du commercial. Bon, commercial, on s'entend, c'est des pubs, des affiches de films, c'est comme des trucs qui peuvent être sympas. Et donc, il est assez reconnu, Christian Broutin, parce que tout au long de sa carrière, il a reçu 20 prix pour ses peintures. Il a même réalisé en 1975 un court-métrage intitulé La Corrida. Fabien nous n'en dira pas plus. Voilà, rien qu'au titre, on sait que ça lui plaît pas. Et ce film a même fait partie de la section officielle du Festival de Cannes en 75. Donc il est allé sur la croisette, monsieur Broutin. Et son employeur de prédiction, c'était Camille Gallimard dans les années 80. Aussi bien pour les livres jeunesse que pour les livres adultes. Et il faut savoir qu'il avait, en plus ça me fait marrer parce que maintenant je connais, il a fait beaucoup de dessins pour les histoires du Père Castor. Le Père Castor, c'est des histoires pour enfants un peu ciblées par rapport à l'âge, donc là ça me joue très bien. Et je serais étonné de retrouver une de ces histoires dans un de ses livres, parce que je pense qu'il recycle pas mal les histoires. Bon bref, c'est une aparté. Et sachez que maintenant il exerce toujours, il fait des expositions. Il a créé une association, les Amis de Christian Broutin, qui en fait il a quand même 90 ans, ils sont en train de regrouper son œuvre et conservation et reconnaissance de son œuvre. Et pour Carillon de la Mort, tenez-vous bien, il avait 54 ans quand même. Vous voyez, lui c'était pas un jeune qui débutait, il était confirmé et il a fait l'illustration de cette couverture, et il faut dire donc une belle illustration, quoi. Je veux dire réussie. Et vous voyez, le nom est français, donc pour une fois il y a peut-être plus une cohérence entre la prod, j'ai envie de dire, et le dessinateur qui savait de quoi ça parlait un peu, quoi. Mais c'est peut-être été rendu possible parce que ce bouquin donc est français, donc il n'y a plus d'intermédiaire des Anglais. Donc puis vous allez voir qu'aussi avec la fameuse illustratrice intérieure, que là aussi c'est une française. Je vais t'en reparler. Je sais que une fois tu avais dit que tu avais un love crush avec Nathalie Vogel, un crush artistique sur la saga Piranha. Ouais, absolument. Alors Nathalie Vogel, justement,
J'ai le crush absolument, Fred. J'adore. C'est des illustrations remplies, méticuleux, remplies de détails, avec ce tracé de rang que je trouve que Nathalie Vogel, je trouve qu'elle maîtrise, que moi j'appelle l'acid wizard, donc le sorcier d'acide. C'est ce trait, ce dessin de dark fantasy un peu métal, et on retrouve un peu ce style dans ses œuvres très gothiques, très prenant. Et voilà, bien sûr, si vous êtes auditeur fidèle, vous connaissez déjà, bien sûr, Nathalie. Hein. Elle a participé dans un des numéros du célèbre magazine pour la jeunesse, qui est nul autre que Piranha. C'était le fameux numéro de l'été, avec la pierre de Shannara. Et d'ailleurs, Fred, qui était l'une de nos grandes recommandations de petites œuvres de livres-jeux, qui est vraiment une très belle aventure, une superbe aventure très courte. Alors, Nathalie est née en 1953. Dès l'enfance, elle adorait dessiner. Ce qu'ont remarqué ses instituteurs et institutrices, voilà, qui l'encourageaient à dessiner de plus en plus. Et donc, issue d'une famille nombreuse, elle aimait justement inventer, écrire et dessiner des petites histoires pour ses frères et sœurs. Alors, peu douée pour les études, ses parents comprennent bien que sa passion de dessin était plus forte que tout. Donc voilà, ils l'envoyaient dans une école de beaux-arts à Tourcoing, à côté de Lille, si je me trompe pas, Fred, c'est ça, Tourcoing, oui. La prononciation? Tourcoing. Tourcoing, voilà. Alors, après ses études, voilà, elle part à Paris et là, elle travaille essentiellement pour la jeunesse, notamment pour Gallimard, et dessine des couvertures de romans, de documentaires. Bref, elle est à fond, elle est en plein, justement, boom de sa carrière. Alors, au fil du temps, voilà, elle découvrit la peinture et aima de plus en plus peindre, voilà, elle change un petit peu ses talents, elle devient même multitalent. Elle s'essaya aussi à la bande dessinée, mais elle ne trouva aucun éditeur, tristement, pour accepter de publier ses créations, qui sont pour l'instant au placard. Nathalie, si tu nous écoutes, Nathalie, j'adore tes œuvres. Et donc, bien sûr, cela n'empêche pas Nathalie de peindre encore et encore, toujours dessiner et vivre de sa passion. Fred, je rêve de travailler avec Nathalie pour mon livre-jeu. J'aimerais tellement que ça soit l'illustratrice. Je sais pas comment j'obtiendrai le budget, mais c'est quelque chose que Enfin, tu vois, c'est un peu ces rêves qu'on a. Hein. Oui. C'est comme toi et moi, c'est de faire une partie de Warhammer avec John Blanche, quoi. On va le torcher, John Blanche, il peut plus penser à son âge. Il tient pas avec nous, il va pas y supporter. On va être là, tu vas l'attraper par le col, tu vas le soulever, tu vas faire Master of Puppets. Je vais le choper par sa barbichette. Non, en plaisante, respect total pour John Blanche. Bah oui, on l'adore. Et puis Fred, justement, parlons du l'auteur / traducteur / anglais / français, what the fuck, dis-nous en plus. Oui, donc sur la couverture, l'auteur c'est James Campbell, donc très anglais, très anglo-saxon. Mais on sait qu'en fait, donc on l'a dit, c'est un livre français, donc il y a grosse arnaque, effectivement, on a envie d'entourlouper les jeunes lecteurs, de toute façon qui n'y connaissent rien. Et ils veulent de l'anglais, ils veulent de l'heroic fantasy. Bah nous en France on sait pas faire, nous on est encore un Louis de finesse. Je plaisante un peu. Et donc on va changer son nom. Et donc en fait en plus c'est déjà on va arrêter le suspense. Donc c'est Jean-François Ménard de son vrai nom et qui est un pseudonyme et qui en fait qui est connu en tant que Camille Fabien. Là peut-être que pour certains ça fait titre et c'est peut-être même chez les plus jeunes. Bon bref, et pour dire ce qu'il y a à dire sur lui, il a écrit donc Jean-François Ménard a écrit le Carillon de la mort sous le pseudo de James Campbell. Il est né en 1948. Depuis l'enfance, lui, la passion, c'était le cinéma et la magie. Il pensait qu'il allait travailler dans le 7e art, mais c'est l'écriture qui l'emportera. Et comme on disait avec les autres artistes, très tôt, il prenait déjà plaisir à inventer des histoires, à les écrire. Et Gallimard l'employait en fait au début pour écrire les 4e de couverture et faire des traductions pour les romans jeunesse. Et saisons son employeur, Gallimard lui trouve un esprit fantaisiste inventif et il l'encourage à écrire davantage et notamment des livres-jeux, d'où donc cette série des Messagers du Temps qui était un peu une commande de Gallimard auprès de Jean-François Ménard. Et donc pour les DVD, c'est James Campbell. Pour la traduction ou l'écriture de romans jeunesse, il utilise son vrai nom. On sait qu'il n'a pas fait de succès au cinéma ou dans la magie, mais maintenant on sait il est très demandé parce qu'en fait il est surtout connu pour faire les traductions d'Harry Potter. Et vous devez le savoir dans le podcast, on en a déjà parlé dans différents épisodes pour différentes raisons, même des auditeurs qui étaient intervenus sur ce point.
Et maintenant, Camille Fabien, c'est le traducteur de Harry Potter. Il est connu, on va dire, exclusivement pour ça. Et donc, dans les interviews qu'il donne, il ne parle jamais de ses propres écrits. Il parle toujours de son métier de traducteur. Je pense qu'il a eu plus de renommée en tant que traducteur qu'écrivain. Ça peut être un peu blessant, mais il s'est fait une raison. Et quand il peut quand même remercier Gallimard, qui a toujours cru en lui et l'a mis en avant lors des conférences. Et maintenant, c'est vraiment la voix d'Harry Potter en France, quoi. Ouais, et puis c'est quand même une belle carrière, hein. Et puis je sais que Harry Potter, c'est ce qu'il fait le plus reconnaître, hein, dans la pop culture. Mais Jean Fossa Ménard / Camille Fabien / James Campbell, bah écoute, nous, on a beaucoup aimé ton œuvre du... je sais pas si je peux dire beaucoup. Ouais, t'as beaucoup aimé, Fred, ou aimé? Il y a une ambiance. Il y a une ambiance, ok. Ben voilà, bah écoute, en tout cas, si tu nous écoutes, Camille Fabien, bah on s'est bien éclaté. En tout cas, on a passé un bon moment. Est-ce que je me trompe ou encore une fois? Oui, ça faisait plaisir de refaire un livre-jeu, c'est clair. Voilà. Alors pourquoi je demande la question? Je sais qu'on a eu ça des fois de courrier des lecteurs. Ils disent mais pourquoi Xav tu demandes? C'est parce que on se parle pas avant le podcast avec Fred. On est vraiment, on se cache un peu notre ressenti. Donc c'est fait exprès pour vous révéler justement. Bon, enfin pour faire une émission où voilà, on révèle un peu nos intentions, ce qui rentre bien sûr dans notre expérience. Fred, un petit dernier mot et puis je lâche l'affaire sur Nathaël. Sais-tu qu'elle a aussi illustré une série de livres chez Gallimard, dont un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yvain, le chevalier au lion, et elle a fait énormément d'illustrations, même des doubles pages des fois, comme on retrouve d'ailleurs dans Le Carillon de la Mort. Ouais, mais on voit qu'elle a eu une belle carrière aussi. Après, elle disait qu'elle n'a pas réussi à faire sa propre BD, c'est un peu étonnant, elle était déjà dans le milieu, mais bon, comme quoi c'est un monde difficile. Mais c'est vrai qu'elle a un vrai truc. Ah, les illustrations dans ce livre sont magnifiques, franchement, mais prenantes. Et elle fait de tout. Non seulement elle présente les personnages, mais elle présente aussi les lieux et les décors. Alors, bien sûr, ça, je sais que c'est plus un travail de commande, mais le choix était parfait. On sait où on se trouve, on a une vision de certaines actions épiques. Enfin, tout était bien choisi, hein. Ouais, non, c'est ça, il y avait pas mal parce que souvent, les livres de l'euro, c'est fixé sur l'antagoniste qui vous attaque. Et là, on a vraiment eu des vues d'ensemble, effectivement, des doubles pages aussi, ouais. De toute façon, on voit qu'en fait, c'est pas du tout dans la même veine des autres livres-jeux. Et c'est pour ça, ils n'auraient pas dû, s'embêter avec un pseudo anglais. Puis faut pas déconner, les auteurs français, c'est aussi capable d'écrire des histoires fantastiques, donc je vois pas le problème. Bon bref, c'est une chose le mec du marketing devait être très persuasif à l'époque. Mais non, voilà, c'est un peu une tromperie, ça sert un peu à rien, parce que bon, qu'on se rend compte qu'on s'est fait tromper. Bon, après, les pseudos dans la littérature, c'est quand même assez commun, donc oui, bref, mais on voit bien que le livre est différent, donc je vois pas pourquoi ils l'ont pas mis en avant, justement. Allez, Fred, et dis-moi, qu'est-ce que t'as là comme vinyle de space rock, de grunge rock, là? C'est toi le spécialiste des musiques niche, mais te connaissant un truc qui s'appelle pas Matmata, mais Matmatus. Ouais, Mamatus. Ah oui, tu vois, comme quoi, j'étais tellement dans Matmata que j'ai bouffé le nom, Mamatus. Voilà, allez, on propose justement quelque chose de bien trippy pour justement découvrir l'univers des Messagers du Temps avec leur morceau qui s'intitule Expanding Majesty. Voici la version radio. Allez, à toutes!
Voilà les auditeurs et auditrices, on espère que vous êtes dans l'ambiance, et c'est vrai qu'on vous propose un livre dont vous êtes le héros, mais dans celui-ci on peut aussi être une héroïne, c'est sympa. Selon que l'on soit fille ou garçon, nous serons le prince ou la princesse du temps, venus des profondeurs de la terre pour entrer dans le monde des hommes. Notre mission, délivrer Gaiok, le premier messager de votre royaume, prisonnier de ces créatures humaines qui sont à la fois si lointaines et si proches, et dont si souvent vous avez désiré partager le destin. Mais les hommes sont étranges et dangereux. Que demander à ce pendu visionnaire qui parle par anime? Que répondre aux sorcières dodues qui hantent les torts du grand Montfaucon? Et ce moine à demi-fou, au fond de sa chapelle, contemple-t-il le ciel ou l'enfer? Sur le chemin qui mène à Tours, où s'égrène la complainte du carillon de la mort, prince ou princesse, vous apprendrez que ce sont les hommes, percevrez leurs secrets et leur histoire deviendra alors la vôtre. Vous voyez un 4e de couverture qui donne comme assez envie, qui révèle pas mal de choses, mais c'est pas grave. Et donc, dans ce carillon de la mort, le carillon de la mort, vous avez dit que c'était une nouvelle série. Qui dit nouvelle série dit nouvelles règles. Là, c'est assez simple. On va pas trop rentrer dans le détail, mais sachez que donc vous avez des caractéristiques de maîtrise et de force. Et là, les scores sont un peu plus favorables que dans les livres avec les héros. Moi, par exemple, j'ai fait des... Ouais, je voulais juste te dire, on est très proche d'un défi fantastique. Hein. Je veux dire, là, oui. c'est... Sauf que les scores sont un peu plus hauts, par exemple, en maîtrise et en force, qui sont les deux attributs. Moi, j'ai 20 et 30. Bon, j'ai fait des bons scores. Mais, d'ailleurs, on en reparlera de ça. Et après, après les combats, c'est assez simple. C'est un jet d'opposition. Celui qui gagne, il fait des dégâts sur un dé de 6. Classique. Et la particularité, c'est qu'on peut avoir des espèces de compétences, d'aptitudes. On choisit 2 aptitudes par moment. En fait, il y a un peu une liste de métiers. Et le plus grand choix qui peut influer sur l'aventure, c'est de savoir donc si on se redeviendra un prince ou une princesse. Et pour savoir ça, normalement, ça dépend du sexe du lecteur. Mais bon, après, on fait ce qu'on veut. Donc moi, j'ai décidé d'être le prince, et toi, Zav, t'es la princesse. Yes. Bah, enfin, t'avais choisi d'avance, mais ça me dérange pas. C'est sympa, ça m'a beaucoup plu de choisir la princesse du temps, ouais. Ben après, c'est vrai que le livre te dit, si vous êtes un homme, vous êtes le prince, si vous êtes une fille, vous êtes la princesse. Et après, il y a une autre partie, un autre moment du livre où l'auteur nous demande vraiment qui on est pour nos caractéristiques, on en reparlera. Et je pense qu'il n'avait pas pensé à un truc. mais c'est marrant. Et Fred, voilà. T'as remarqué, comme là tu vas entrer dans l'explication des règles, c'est un peu comme la saga de la quête du Graal. Les règles sont apprises via l'écriture de la première personne, comme si nous étions téléportés dans le monde du livre, on nous parle directement. Oui, c'est vrai, puis c'est vrai qu'il y a une longue intro dans ce bouquin pour poser un peu l'univers de ce monde souterrain. Une intro à rendre jaloux Steve Jackson. Oui, sans doute pour avoir formé un pentacle. Tu sais, surtout les derniers livres qu'on a lus de Steve, hein, entre Secrets of Salamonis et La créature venue du chaos, on a eu quand même des intros très très longues, et là on retrouve un petit peu ça. C'est vrai, ouais, c'est vrai que La créature venue du chaos, l'intro est assez longue aussi. Et moi, juste par tiens, parce qu'on n'en a pas parlé, mais t'as pris quoi comme spécialité? Alors, écoute, moi, j'ai joué un petit peu comme dans nos parties de l'œil noir, et d'ailleurs, tu sais, moi, j'adore jouer les bardes. Donc, bien sûr, j'ai pris des talents de ménestrel. J'ai pris l'illustration, et je crois que l'autre talent, ça s'appelait comment, Fred? C'était de faire de la musique. Ça s'appelait être... musicien, je pense que moi, j'ai marqué musique. Parce que moi, j'ai pris musicien et zoologiste, donc je pense que c'est les termes. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai pris musicien et dessinateur. Et donc toi, tu as dit, t'as pris musicien et zoologiste. Ce qui fait très barde, vu que la musique est le compagnon. Quoi. Ah bah nous étions tous les deux des princes et des princesses bardes. Ouais, voilà. Non, bah voilà, c'est une petite nouvelle règle, rien de révolutionnaire. Normalement, ça doit accompagner l'aventure. Et ce qui est marrant, c'est que dans la vous avez une fiche de perso un peu spécifique. Il y a déjà des il peut y avoir des cartes de crédit ou des dollars ou tout ça, donc ça vous fait un peu bizarre au début. Il y a aussi des pièces d'or qui côtoient ça. C'est un petit détail, ça m'a fait rire. Et en fait, aussi l'attrait de cette série, c'est de reposer sur des cartes, des cartes qu'on utilise dans certains cas qui sont des défis. Je sais plus comment le terme exact. Mais quand des défis, on utilise ces cartes du destin. Et la petite subtilité, c'est qu'elles ont toutes un chiffre, donc en fonction de 1 à 6 aussi. Et voilà, c'est la petite subtilité dans les règles, c'est ces caractéristiques un peu nouvelles, ses compétences, les combats c'est assez semblable, et donc les cartes du destin pour certains défis.
Les cartes, je crois que c'était les coups d'audace. C'est ça, non? Peut-être, ouais, j'ai plus le terme exact en tête. Alors, tristement, même en réessayant certains choix, j'ai pas eu l'utilisation de ces cartes du tout. Et toi, mec? Non, moi non plus. Ça m'a surpris parce que... En plus, on a de la chance qu'on a un de nos auditeurs qui est sur notre site, il nous a fait des fiches custom et dans les messagers du temps... Gilles? Oui, Gilles, et ils sont. Et ça, c'est cool. Il y a dans toute l'aventure, il y a seulement 3 utilisations des cartes du destin. Les coups du destin. C'est tout. Ah, c'est bien dommage, hein. Bah, après, peut-être qu'ils s'en serviront plus dans les autres livres, parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Après, c'est un concept intéressant, donc c'est bête de pas l'utiliser, c'est vrai. C'est ça qui nous a plu, c'est complètement innovant, quoi. C'est très nouveau. Après, ce qui est sympa, Fred, t'as remarqué, c'est pour les gens qui n'ont pas de dés, c'est vraiment d'imprimer les cartes, de les mélanger dans un paquet, et au lieu de jeter des dés, vous pouvez juste tirer des cartes, car chaque carte a donc un chiffre dessus. Un dé avec un numéro, un D6 avec un score. Oui, c'est quoi les symboles déjà? Je m'en souviens plus. Comme je sais pas utiliser. Alors, il y avait la couronne, l'étoile du Nord, le poignard, le serpent, la licorne et l'ondine. Sympa. C'est un peu très symbolique. Hein. Ah oui, c'est sûr. De toute façon, c'est très symbolique. Bon, voilà, on peut se jeter dans l'aventure. Donc, il faut savoir en fait, c'est que nous, on est des privilégiés, on est des nantis, on vit dans un monde où sous terre. Sur Terre, en plus. Sous Terre, sur Terre. Et inconnus des hommes. Par contre, nous, on les connaît. Et en fait, on est un peu immortels. Et comme on est des nantis, des privilégiés, on est les frères et sœurs. Et notre maman, notre mère, bah, c'est la reine du monde. De ce monde immuable où nous sommes des éternels juvenceaux qui ne connaît pas la mort, en fait. Donc, il n'y a aucune crainte à ce niveau-là. Bon, c'est une autre philosophie. Et en fait, il y a certains des gens de ce peuple qui sont envoyés sur Terre. Donc, on les appelle les messagers du temps. Ils arrivent un peu à l'époque qu'ils veulent, et en fait, ils influent sur l'histoire humaine, parce que les humains, forcément, sont bêtes, et feraient des catastrophes, donc ils ont besoin de guides, et en fait, cette espèce-là, qui vivent dans leur monde sous la Terre, c'est un peu les gardiens, un peu les guides de l'humanité, mais pas de façon bienveillante, de façon bienveillante, mais un peu moqueuse, ils vont dire qu'ils sont un peu supérieurs, mais gentiment. Et donc, l'info, c'est qu'en fait, la reine, qui était reine depuis tout le temps, elle va plus être reine de ce monde-là, il lui faut un successeur, et ça va se jouer entre le prince et la princesse. Entre toi et moi. Entre toi et moi. En fait, pour les départager, elle va leur confier des missions pour retrouver à chaque fois un messager du temps qui n'est pas rendu de sa mission, donc inquiétude. Et là, le premier qu'on doit aller chercher, donc c'est Gaïok, c'est ça, son vrai nom. Et lui, donc lui, il est parti dans la période de la guerre de 100 ans. Entre la France et l'Angleterre, donc une période assez large, et pas de nouvelles. Donc notre première mission, bah, c'est de le retrouver et de le ramener dans ce monde-là. Et c'est avec une longue introduction avec la mère qui explique déjà un peu ce qui va se passer, le monde des humains, les messagers du temps, ça c'est plus pour nous. Donc une longue introduction assez élégante, hein, c'est bien fait, hein, plutôt sympa. Ouais, en fait, Chronalia, c'est ça, notre mère. Alors, ce qui est sympa, t'as remarqué, c'est le système de combat. J'ai trouvé ça assez sympa, mais peut-être un peu trop complexe. Ça aurait pu être affiné. Et c'est assez cool, parce qu'on utilise un système de localisation des dégâts, un petit peu comme un jeu de rôle, quoi. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, mais ça va tellement embêter. En plus, il y a même le vice est même poussé à savoir si votre adversaire est droitier ou gaucher. Ce que je voulais dire, Fred, là-dessus, c'est que je trouve que c'est sympa, il y a une bonne idée, c'est juste le concept qui mérite d'être retravaillé, et ça pourrait être une très très belle exécution, histoire d'avoir des règles un peu plus complexes pour un livre-jeu, c'est jamais de refus. Hein. Après, ça, effectivement, c'est pas totalement bien pensé, parce qu'il faut un dé de 20 pour localiser, et c'est vrai que moi, je sais, quand j'étais jeune, dé de 6, on en a tous, hein. Par contre, quand on mais c'est pas aussi 20, commun. Bah oui, c'est pas aussi commun aujourd'hui, le D20, il est partout, quoi, c'est... Oui, on disait à une autre époque, mais c'est vrai qu'il y a des jeux qui m'avaient freiné à cause de ça, que j'avais pas les dés adéquats. Je me dis, mais c'est quoi un dé de 20? Pourquoi il faut un dé de 20? Faux nerd. Oui, bah attends, j'étais jeune, hein. Faux nerd. Rien à foutre, c'est quoi ces excuses? C'est quoi ces excuses bidons, là? Faux nerd. Attends, mais tu crois qu'en France, c'est pas autant qu'aux États-Unis, hein, je veux pas savoir, je veux pas savoir. Il fallait que tu sois né avec un D20 dans les mains, Fred. C'est ton standard, là. C'est ton statut, maintenant. Oh, presque, non. Je taquine, là, t'inquiète. Oui, je sais que tu me taquines. Non, mais voilà, donc là, il faut un dé de 20, donc c'est un peu différent.
Oui, bon, on voit que c'est dit, non, ben voilà, on va pas s'apesantir davantage sur les règles, mais bon, ça change, c'est bien. Bah, c'est donc, expliqué là- dans l'aventure. On aime bien ça quand les règles sont intégrées à l'histoire, c'est cool. C'est vrai que l'intro passe bien et que ça donne envie, et que voilà, c'est très plus que correct, c'est même plutôt sympa. Et là, donc, on utilise un espèce de passage temporel, une espèce de trou composé d'eau, un vortex d'eau, je sais plus trop quoi, je sais plus comment ils appellent ça. Oui, c'est une fameuse machine qui nous téléporte, ouais. Oui, non, c'est plutôt un espèce de vortex naturel. Et donc, on se retrouve dans une grotte. Bah, je sais pas, mais en tant que prince, je me suis retrouvé dans une grotte, devant un paysage de la campagne française. Et on voit une maison. Et là, en fait, on trouve tout ce qu'on a besoin, des vêtements, des armes, des conseils, des infos. J'ai trouvé que le départ était un peu, on va dire, easy. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans une baraque, il y a personne, il y a à bouffer, il y a des armes, une épée, une armure qui traînent. Le mec nous prend en flag, il s'appelle Eudes Ledoux. Voilà, c'est un ancien combattant de l'armée française, il est en retraite, il a vu trop de massacres. Il dit, ça se trouve, cette guerre va durer 100 ans. Il aura pas tort. Et donc, il est tellement désabusé qu'en fait, qu'il nous cède ses armes, qu'il dit, oh, tu veux te battre, vas-y, va te battre. Et le seul truc sympa, c'est qu'il nous donne une recette aussi. Si on fouille, on trouve une recette pour un espèce d'élixir, soit de Jouventiane, je crois que ça s'appelle. Juventine ou Juventiane, ouais. Jouventiane, ouais. Et qui pourra nous servir plus tard dans l'aventure. Et en fait, qui est assez marrante, parce qu'il y a une liste d'ingrédients qui est assez loufoque, qui est assez complexe. On se dit que ça nous servira jamais. Et ben, en fin de compte, si, ça a son importance. Donc moi, je retiens ça du début. Il nous donne même son cheval, Ocrelune. Il nous donne même où aller pour... on a le choix, en fait, en sortant de chez Eudes Ledoux. Il nous conseille de rencontrer Zeugma, qui est le pendu solaire, ou les Molus, qui sont des sorcières dans une forêt. Et assez rapidement, donc en partant de chez lui, il nous demande ce qu'on veut faire. Je pense que tous les deux, on a joué un peu notre la solution de facilité, j'allais dire. Et je crois que toi et moi, Xav, on est allé voir le Zeugma, le pendu solaire, qui paraissait plus facile. Oui, absolument, on est allé voir Zogman. Bah moi, surtout, écoute, toi, t'aurais pu aller voir les Molus quand même, espèce de peureux. Parce que moi, on m'a bien dit, ils aiment pas les femmes. Donc je me suis dit, oh là, apparemment, les femmes, si tu fais juste une erreur, c'est one shot, t'es mort. Donc j'ai pas osé y aller. J'ai préféré justement voir Zeugman, l'heure solaire, qui est un sorte d'oracle, de divin, qui parle bien sûr en énigme. Donc c'est à nous de comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais écoute, pour cette intro, Fred, il y a un petit truc sympa, on peut en parler vite fait là, c'est que certains moments clés dans ce livre-jeu, nous devons choisir si on a choisi le prince ou la princesse qui change les dialogues et surtout la réception des gens en face de nous. Alors à savoir, toi t'es un mec qui va se battre dans la guerre des 100 ans, aucun souci. Moi je suis une nana, le mec il m'en a fait baver. Hein. Mais qu'est-ce que n'importe quoi, les femmes se battent pas, elles font le linge point barre, c'est tout. Et plusieurs fois, quand je tombais sur des gens et que j'étais la princesse du temps, ils me disent « Mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'es une aventurière? Tu dois aller faire le linge. » Et mon personnage en avait ras le cul. Au bout d'un moment, elle a commencé vraiment à mettre la dague sous le menton d'une des personnes en lui disant encore un mot sur les femmes qui font le linge et je t'étripe, quoi. Tu commences à me saouler. Et j'ai trouvé ça sympa qu'il y avait ces différences de dialogue, bien sûr aussi, sur l'aboutissement de l'aventure. On a eu tous les deux une fin avec une différente interprétation. Donc on en parlera davantage parce que on en a causé vite fait au début, Fred, mais moi j'ai vécu une histoire d'amour, et pas toi, non? T'as pas eu Que dalle, straight t'as to pas the eu d'arlequin, toi? Non, straight to the point. Straight to the point, oui, le point en effet, quoi. Et donc voilà, j'ai trouvé ça chouette. Alors en effet, voilà, Gaillac le Doux, on commence à avoir des noms. Et donc Zogman. Alors Zogman, j'ai pu lui poser 2 questions. Et de un, je lui ai demandé où est-ce qu'est Gaillac le Preux. Et il m'a dit, voilà, il faut se rendre donc à la tour des effrois, on y verra plus clair. Et puis après, j'ai demandé sur quels amis je peux compter. Et il m'a dit, un nain furieux et le roi des sangliers. J'ai dit, ok. Bon, bah, dès que je trouve un nain qui a envie de me casser la gueule, ce qui va pas être difficile, hein, c'est un peu le mauvais caractère de tous les nains, on verra bien. Hein, Fred, les nains? Oui, il y en a un dans cette aventure, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Furio, il est trop bien, le nain. Ouais, il est bien, ouais. Alors toi, t'as posé quoi comme question à Zogman? Bah, en fait, je pense qu'on peut se rendre voir les sorcières, les Molus, et après aller voir le Zeugma, qui nous dit qu'il peut sentir leur odeur sur eux. Bon, je pense qu'en fait, le cheminement, le mieux, c'est d'aller voir les Molus, parce qu'en plus, il y a un ingrédient pour la potion qui
qui les concerne. Donc je pense que vraiment, en fait, c'est mieux d'aller là-bas. Bon, nous on l'a pas fait, tant pis. Mais ce qui est sympa aussi, c'est pas obligatoire d'obtenir tous les ingrédients. C'est ça qui est sympa à la fin du jeu. Bien sûr, cette potion est essentielle pour réussir l'aventure, mais ce n'est pas nécessaire d'obtenir tous les ingrédients. Il y a quand même des bonus par palier du nombre d'ingrédients que vous avez obtenus. Ouais, ça c'est vrai. Donc c'est un spoil pour la fin, mais vous comprendrez plus tard. Bah moi du coup le pendu solaire il m'a fait aucune je suis pas une femme, j'étais pas allé voir les Molus, donc il a répondu à toutes les questions que je voulais. Oh cool, moi j'en ai eu que 2, tu vois. Donc là c'est vrai, donc c'était un peu facile parce qu'en gros il me dit tout, il me dit où est-ce que je vais trouver Gayok, quels vont être mes alliés, de quel objet j'ai besoin pour réussir ma quête, où est-ce que je vais la trouver. Voilà. Donc en fait, oui, j'avais toutes les cartes en main, pour réussir l'aventure, et surtout que l'objet, donc la fameuse clé, une clé avec une énigme, il me dit qu'en fait que je pourrais la trouver chez un moine dans la forêt de Mormar. Hop, on quitte le pendu, et où est-ce qu'on arrive? Dans la forêt de Mormar, avec la maison du moine. Non mais est-ce que t'es en train de me dire que ce livre est plus difficile si on joue une femme comme dans la réalité? Mais c'est dingue ça, Fred. Ah, je sais pas, j'ai pas eu de retour sur me dit quand ça s'est passé, mais moi, franchement, entre le début où j'ai toutes mes armes, le mec, il me dit tout ce que je dois faire, et après, je tombe sur l'objet de ma quête tout de suite, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas une quête, là, c'est le supermarché, quoi. Ouais, je suis le prince pourri gâté. Oh putain, et moi laisse tomber, moi j'ai dû quand même tenir parole à Eudes le Doux que je sais me battre, c'est bon, me traite pas comme une ménagère. Après le Zeugman, non, t'as le droit de question, point barre, c'est tout. Je suis mais merde, putain, je morfle, et en fait là t'es en train de m'apprendre que toi, le sale prince avec une cuillère d'argent dans la bouche, quoi. Vas-y, tranquille ou quoi? Mais je sais pas, c'était vraiment comme ça, tout est simple, tout est simple. En fait, c'est ça, le mode facile, c'est de jouer un homme, et le mode difficile, c'est de jouer une femme. Donc c'est intéressant. Ah, je savais pas du tout, ça. Alors vas-y, dis-moi. Justement, le moine avec son cochon-ours. Ouais, bah je pense qu'on est... En fait, on le voit, donc on sait que c'est là qu'on doit aller. Après, ou bien on peut entre guillemets, le confronter tout de suite, ou bien passer par la petite porte de derrière, dans la cave. Je pense qu'on est tous les deux passés par la petite porte. Et là, on tombe sur son familier, sur Cochonours, qu'on trucide. Et en ayant trucidé son Cochonours, bah, il est pas content, le moine, mais bon, il est quand même un peu bizarre. Il a demi-mousse, c'est le moine demi-mousse, qui a tout un côté paralysé. Ouais. Et c'est quand même un bon adversaire, hein, je crois que c'est un des meilleurs adversaires de l'aventure. Il a quand même 14-12. Moi, après, j'ai l'impression qu'avec mes scores, j'étais un peu cheaté parce que les adversaires, ils avaient les limites à la moitié de mes caractéristiques. Donc, comme c'était en fait, vous jetiez 2 dés puis vous rajoutez votre maîtrise, 2 dés de 6 c'est votre maîtrise, vous avez votre score d'attaque. Forcément, si vous avez déjà 6 de plus que l'adversaire, il va rarement vous toucher. Bah, moi, j'ai trouvé qu'en fait, pour moi, l'aventure était un peu facile, que ce soit aux caractéristiques de combat ou par rapport au déroulement. Pour l'instant, c'était un peu finger in the nose. Et là donc mais toi laisse tomber, ton jeu c'est genre Fable, tu vois, c'est les doigts dans le nez, quoi. Le jeu même en extra difficile, tu le fais les yeux fermés. Moi laisse tomber, moi c'est Dark Souls l'aventure, quoi. Je morfle, c'est constamment je morfle, quoi. Oui, donc en fait le but c'est il meurt dans une carte de tout, et ce qui est important c'est de trouver la fameuse clé, et je la trouverai dans la reliure dans son livre. Et là il y a une petite énigme avec cette clé là. Je pense que pour toi, c'est passé de la même façon, ou t'es allé lui parler direct? Ouais, moi, en fait, je suis rentré dans la cave justement pour l'attraper dans le dos, mais je me suis fait avoir. Donc j'ai dû me battre contre le cochon-ours et après contre lui. J'ai exploré sa cave, son bureau et tout. Tu vois bien sûr qu'il a une collection de taxidermies, mais qui est bien étrange. C'est des genres des chimères, tu vois, il mélange les animaux. Il y a un rat d'Inde, c'est ça. Il y a bien sûr le cochon-ours. Et tu vois que le mec, il fait quand même des contraptions bien bizarroïdes. Donc bien sûr, tout ça, c'est un peu des éléments très importants qui vont se développer au fur et à mesure du scénario, quoi. Tu te rends compte que ce personnage est, important dans cet univers, quoi. Donc le fait qu'on l'ait abattu, ce n'est pas une mauvaise chose du tout. On va le découvrir très prochainement. Et donc, ce qui est intéressant sur la clé, c'est que on a une petite énigme avec donc on la voit en fait, on dit qu'on la regarde et qu'on voit le symbole d'une tour, les Gémeaux. Ah oui, t'as pas vu? T'as le symbole d'une tour, les Gémeaux, le signe du zodiaque, les rois mages, et après une inscription aux merveilles. Donc
Donc c'est une petite énigme qui m'a servi après par la suite qu'il fallait J'ai résoudre. même pas eu l'énigme. J'ai même pas eu le dessin, rien, non, j'ai pas trouvé ça. Ah. Ah, il y a pas de dessin, c'est dans la description, mais ça c'est quand il meurt d'une quinte de tout Ouais, c'est ça. Tu l'as trouvé toi la clé ou pas? Non, peut-être que c'est spécifique au prince et pas à la princesse, hein, ça m'étonnerait pas quoi. Mais si, aucune facilité. Ah oui, peut-être que moi j'avais eu l'info par Zeugma, le port du solaire, et toi tu l'avais pas, donc ça m'a permis de récupérer la clé, ouais. Alors, après, bien sûr, on continue l'aventure, et c'est là au bord on passe par une forêt, au bord d'un ruisseau ou d'une rivière, on rencontre donc un nain qui est en train de pêcher, qui est en train de s'énerver, et donc on fait sa rencontre, et qui s'appelle donc le nain qui s'appelle donc Furios. Hein, Furios le court. T'es sûr qu'il s'appelle Furios le court? Parce qu'il aime pas qu'on dise qu'il est tout petit. Mais bon, peut-être, je pense que... C'est les noms des personnages, j'ai remarqué qu'ils donnent les noms et les prénoms, parce qu'on a eu bien sûr Gaiok le Preux, comme on a dit au début, Eudes le Doux, on a aussi l'antagoniste qui s'appelle Gouttard, et sa forteresse Gouttard de Malgrâce, et j'ai noté ici Furios le court. Alors je sais que bien sûr, comme c'est un nain, c'est un peu sur le nez, hein, comme on dit, le court, mais je me demande s'il faudrait que je relise ce paragraphe, mais voir si c'est bien son nom. Parce que bien sûr, si on dit qu'il est court, petit, Furios, il rentre en mode berserk, quoi. Il s'attaque et il duplique ses points de... Comment ça s'appelle, nos 2 points déjà, Fred? Je regarde notre fiche de personnage, j'ai zappé. Maîtrise et force. Maîtrise et force, ouais, ça duplique le tout, ce qui nous rend quand même super balèze. Mais bon, vite fait... le nain Furios, on lui dit qu'on vient de buter une créature, enfin un moine, un mimou, et il se dit « Ah mais c'est génial quoi, attends, mais c'est super de t'être débarrassé de lui, laisse-moi te présenter donc à notre ami qui s'appelle Tiburce, le saltimbanque. » Je dis « Ok, Tiburce, le saltimbanque, on va voir. » Là déjà, bon, via les prophéties de Zeugman, le nain furieux et le roi des sangliers sont tes amis. Je dis « Ok, bon, j'ai déjà trouvé le nain furieux. » J'ai fait l'erreur, je crois, de l'insulter par mégarde, et justement, je me suis battu vite fait contre lui, mais c'était juste un seul coup, je crois. Donc, il m'en a mis plein la gueule, et puis il m'a aidé à me relever, et puis, c'est un peu à peine s'il m'offrait un verre à boire avant qu'on parte l'aventure ensemble. Alors, je me rends dans une... C'est sympa la description. Ah, ça, on pourra en parler, mais Camille Fabien, sa plume est chouette. Hein. Franchement, j'aime beaucoup son écriture. Il dresse bien les lieux, les ressentis, les personnages. Il prend son temps, en fait. Il prend son temps de matérialiser son univers, et ça se ressent. On est plongé dedans. Moi, j'étais vraiment scotché dans ce qui se passe. Et là, donc, à côté d'un grand chêne ou un énorme arbre, il y a une cabane dressée sur les côtés. On rentre, et là, on voit un saltimbanque avec un cerceau qui... comme avec des lions dressés, sauf que là, ce sont des sangliers dressés, qui fait des tours de spectacle avec eux. Et comme je suis la princesse du temps, eh ben, nos égards s'échangent, et tu sens comme un peu le crush, un peu comme ce que j'ai avec Nathael Vogel, quoi. C'est un peu la princesse du temps, et donc Tiburce, ils ont un petit peu ce crush commun, de tomber coup de foudre, hein, c'est ça. Donc, bien sûr. Ah oui, là, c'est scripté, c'est même pas toi qui choisis s'il te plaît ou pas, quoi. Ah non, t'as pas le choix, quoi. T'as pas le choix, il te plaît, point barre. Ce qui est dommage. Ça aurait été bien de choisir d'avoir l'histoire le drose ou pas, quoi. Non. Donc, il te plaît. Bref, et donc, qu'est-ce que je vois? Je vois le roi des sangliers, bien sûr, le saltimbanque Tiburce, qui est le roi des sangliers. Donc, en gros, on parle un petit peu ensemble. Lui aussi, il est très content. Il est un peu déçu parce que l'un de ses sangliers a été capturé. Il aimerait bien le retrouver. Il est chez, justement, le grand méchant qui s'intitule... Gouttard. Je l'ai dit, Gouttard, voilà. Et donc, Tiburce, il a une idée, c'est qu'on peut s'infiltrer dans sa forteresse. Et donc, on se rend, bien sûr, donc à la Tour des Effrois, qui était ma première révélation de Zeugman. Je dis, ah, ok, c'est depuis la Tour des Effrois qu'on peut voir la forteresse. C'est la Tour des Effraies. Les Effraies, merci. Ouais. Et donc, de la Tour des Effraies, on peut voir la ville-forteresse de Malgrâce. Malgrâce, donc, ouais. Donc, c'est là où on voit tout en haut à gauche aussi, on voit donc une fameuse tour rectangulaire qui est donc le carillon de la mort, très dangereux. Alors là, l'équipe vient un plan, je sais pas si c'est la même chose pour toi, Fred, mais nous, c'est de se déguiser en un groupe de saltimbanques, d'artistes, et Furios, il le déguise en bouffon, et nous, comme j'ai le pouvoir de ménestrel et j'avais trouvé une flûte de musicien, une flûte plutôt, il n'y a pas de souci, je maîtrise la flûte et justement je peux jouer des compositions faciles. Alors quand on descend vers cette forteresse,
bien sûr stealth, hein, pour rentrer inaperçu. Moi j'ai pu jouer de la flûte et les gardes ils ont vu tout de suite que j'étais crédible. Donc voilà, aucun souci, aucun soupçon, on rentre et après c'est un peu le deuxième acte. Je dirais qu'il y a vraiment 2 actes dans cette histoire. Il y a un peu l'amorce de l'histoire, de l'univers, de comprendre sa mission et un peu ce deuxième acte, c'est la forteresse qui nous amène donc à l'intérieur et puis au carillon. Donc voilà, on est tous les deux dans cette deuxième phase. Fred, est-ce que toi, il t'est arrivé quelque chose de différent d'ici là, avant d'arriver à la forteresse? En fait, moi, j'ai pas rencontré Tiburce. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est intéressant. Parce que moi, en fait, j'avais la clé et j'en ai informé. Furios m'a interrogé sur mes motivations. J'ai pas trouvé de raison de lui mentir, donc je lui ai dit que j'avais tué le moine et que j'avais été en possession d'une clé. Et donc, en fait, Furios, il faut savoir que lui a été à travailler pour le méchant, pour Goutard, mais qui est parti parce qu'il en avait marre d'être maltraité. Donc il n'est pas le bienvenu là-bas, mais il a envie de se venger. Et donc on lui dit qu'on a tué le prêtre et qu'en plus on a sa clé. Et il fait, bah, c'est super, c'est la clé du passage secret qui mène qui mène de la tour des effraies. Encore une fois, putain, mais toi tu te casses pas les couilles, quoi, c'est dingue. Ah non, moi c'était, je t'ai dit, on m'a pris par la main et fais tiens, je chope à droite, je chope à gauche, je chope pas là. Et en fait je suis déjà arrivé. Et là en fait on me dit, bah tiens, t'as un passage secret qui va t'emmener à la forteresse, t'as la clé. Et viens, je t'emmène. En plus, moi je suis obligé enfin moi j'ai un petit coup de foot, ce qui est romantique, mais je suis obligé quand même de préparer, de se déguiser, de comprendre la situation, de guetter la forteresse de loin. Toi, vas-y, c'est bon quoi, gros Bill, je défonce la porte. T'es un Spartiate quoi. Ah non, j'ai la clé. Et pour ouvrir la clé, quand même, là l'auteur s'est dit bon, j'ai peut-être un peu fait the easy way. Là, il y a une petite énigme. Il y a 3 horloges en fait qui ouvrent le passage. Et, faut les mettre sur une certaine heure, et pour savoir quelle heure il faut mettre, en fait, il faut résoudre l'énigme qu'il y a sur la clé. Bon, qui est pas complexe, je la spoilie pas, si un jour, ceux qui veulent faire l'aventure, ils la feront sans problème. Ça demande, ouais, ça va, spoiler, c'est bon, le livre, il a plus de 20 ans, c'est bon. T'inquiète, même 30 ans, je crois, il a plus de 30 ans. Non, mais bon, il y a des auditeurs qui font les aventures en même temps que nous, donc. Ouais, mais bon, oui, en même temps que nous. Bon, moi, je suis un peu plus léger sur les spoilers, quoi. Disons si vous écoutez le podcast, forcément, on va critiquer pareil de l'aventure. Donc, les Gémeaux, les Rois Mages et Ô Merveille, ça vous permet de trouver le paragraphe. Bref. Et là, en fait, donc on ouvre le passage secret et on tombe sur un couple. Et donc moi, en fait, je suis un peu dans les. J'ai pas eu ça, moi. Je suis pas dans les endroits publics, moi. Je suis dans les petits passages, quoi. Bah écoute, vas-y, raconte-moi tout parce qu'après, je crois que c'est un peu la même chose que l'on va vivre une fois qu'on est dans le carillon de la mort. Donc vas-y, raconte-moi tout. Comment t'as fait pour accéder au carillon? Et ben, on tombe sur on passe la porte, on tombe sur un couple que Furios connaît. Donc en fait, Furios, il nous fait passer pour les nouveaux. En fait, le moine, il préparait des créatures chimériques pour le méchant, pour Goutard. Et donc il passait par là. C'est lui qui passait par là, c'est lui qui avait la clé. Donc il y a que lui qui passe par là. Et sachant que Furios était connu par ce couple, ben il dit bah non, je travaille pour le moine. On ramène deux nouvelles bestioles. Ça c'est mon acolyte. Il parlait de moi. Et en fait, comme c'est des personnes que Furios n'aimait pas, il se débrouille pour tuer le mec, et nous on attache la femme. Là, il me fait un peu l'historique de qui il était, qu'est-ce qu'il faisait dans la forteresse, tout ça. On tombe sur le boucher du méchant, la marche gras, qui prépare de la viande humaine. Donc on est bien content de le buter aussi. Et en fait, en voulant avancer et se rapprocher du laboratoire de Goutard, le méchant, il y a le nain qui se faufile pour nous rentrer, parce que la porte est fermée de l'intérieur. Il ouvre la porte, mais on se fait cueillir par les gardes qui l'avaient arrêté. Et là, Goutard nous emprisonne tout simplement. Il connaît notre existence, il sait qu'on est des messagers du temps. En fait, on est un peu incognito dans ce monde-là. On a même pris je me suis fait appeler Aubépine, moi je crois, mon personnage. Il cherchait, on lui a demandé son nom. Ah, moi c'était Églantine, parce qu'il y avait des fleurs à l'horizon, il y avait des églantines, donc ouais. Et lui c'est pareil, il a vu les fleurs qui étaient là. Et donc on est jeté dans le cachot et emprisonné donc avec la personne qu'on recherchait, qui est Gayok. Et donc la particularité, on l'a dit, du monde des aventuriers, des héros, c'est qu'ils sont dans un monde où personne ne meurt, personne ne vieillit. Et là on est choqué de le retrouver comme un vieillard. Et là, il nous informe donc sur les menaces du labyrinthe qui mène au carillon de la mort et la méchanceté de Goutard qui veut maîtriser le temps et faire gagner l'Angleterre face à la France. Et ça n'arrivera jamais.
Bah écoute, moi c'est comme je t'ai dit, on rentre en tant que saltimbanque, on accède par les caves, et en fait c'est là où vraiment mon deuxième acte commence, c'est qu'on rentre dans les caves, et là je rencontre en fait donc le cuisinier. Mâche gras. Alors c'est bien parce que Furious justement il le connaissait, parce que Furious nous a raconté que lui il travaillait avant pour le Seigneur, et il s'est passé un conflit d'intérêts et Furious lui a un peu disputé et donc il a été renvoyé de la forteresse. Donc là Furious revient, il a ses contacts, donc il voit Mâche gras, il fait semblant, blablabla, et nous on discute avec lui parce qu'il voit une femme, il se dit oh, et en fait t'apprends que ils sont cannibales un peu dans cette forteresse, ils bouffent pas mal d'hommes, donc voilà, on est face... Bah ouais, on est face à Sweeney Todd, quoi. Et c'est un peu la diversion. Il me fait un petit clin d'œil, Furious, voilà. Donc je lui fais confiance. On parle un petit peu pendant que l'autre il se lèche les babines en nous regardant. Et Furious, derrière, il faut rouler un dé pour voir le coup d'attaque stealth, le backstab que porte Furious. Et bah écoute, j'ai roulé un 6, ce qui a fendu le crâne au cuisinier, et voilà, donc ça nous a permis de continuer à fouiller les bas-fonds de la forteresse pour essayer de trouver Gaiok le Preux. Mais une chose sympa, on trouve une cage avec un sanglier qui est en train de couiner, et puis qui c'est, bah, c'est le sanglier de Tiburce, donc le sanglier qui a été... Alors ça, on apprend aussi dans le passé, c'est que Tiburce aussi avait amené ses sangliers à Gouttard pour faire, je sais pas, c'est saltimbanques d'époque, quoi, pour faire des divertissions. Et je crois qu'il s'est passé un truc où il lui a piqué un sanglier, et donc voilà, il est ici encagé, comme quoi ils allaient le bouffer, faire de la saucisse. Et donc nous, on dit bien avec Furious, on reviendra sauver ce petit sanglier, mais un petit moment bien sympa, hein, quand tu peux sauver des animaux. Si tu nous écoutes, Fabien, je pense que ce livre te fera bien plaisir. Donc voilà, je reviendrai plus tard sauver ce petit sanglier. Et puis, on continue, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu, on rentre dans une salle, mais c'est un traquenard, ils savent qu'on est là, la porte se ferme derrière nous, on est entouré de gardes avec des lances, et voilà, il y a donc Gouttard qui est là, qui rigole, le truc classique, cliché des films d'action. Jetez vos armes au sol, vous êtes capturés, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je suis capturé, on me fout en tôle dans les cellules, et c'est là où je rencontre justement Gaiok, voilà, qui, comme toi, on voit bien qu'il a bien vieilli. Et donc, voilà, on est avec Furio, et on nous dit, justement, Gaiok redescend, il nous dit, bah voilà, moi je vais m'amuser avec vous, je vais vous balancer dans le carillon de la mort, qui est un peu une épreuve de jeu, c'est un peu les arènes de torture, et il nous dit en fait que voilà, il veut créer une potion de jouvence via nous deux, via notre sang, de ce que nous avons en nous, hein, comme nous sommes les êtres du temps, pour justement donner à l'armée anglaise, comme t'as dit, blablabla, voilà, pour conquérir la France. Et puis ça nous amène donc à cette dernière phase, Fred, qui est le carillon de la mort. Le labyrinthe, hein, tu peux le dire. Hein. Ouais, j'avais pas envie de le dire tellement que je hais les labyrinthes. Alors, le carillon, comme tu l'as dit, Fred, voilà, c'est un labyrinthe bien difficile. J'ai commencé à vraiment galérer parce que c'est un labyrinthe qui fait accélérer le temps. Vous vieillissez, il y a des règles assez complexes, finalement, qui sont très simples. C'est juste que l'explication est faite, je trouve, la plus mauvaise façon pour vraiment complexifier les choses. C'est du genre, mec, t'aurais pu me dire ça autrement, ça aurait été plus facile. Mais voilà, c'est juste que quand on rentre dans des salles, on vieillit de 5 ans. La structure, moi, comme il disait, en fait, il y a 4 étages. Il y a 4 pièces par étage. Dans une pièce, il y a une trappe qui vous permet d'accéder à l'étage supérieur. Et quand en fait, selon les étages, vous gagnez plus ou moins d'années de vie, selon les salles dans lesquelles vous rentrez. Au premier étage, ça va de 3 à 6 ans. Deuxième étage, ça va de 7 à 13 ans. Troisième étage, de 14 à 23 ans. Et voilà. Et donc, si on prend des escaliers qui sont un peu des voies faciles, on prend 15 ans. Et la petite subtilité dans les règles, c'est qu'en fait, selon les âges auxquels on atteint, et nos caractéristiques changent. Et c'est là que je dis que l'auteur n'avait pas spécialement pensé à quelque chose, qu'il a dit en fait, vous commencez avec l'âge que vous avez. Il dit de toute façon en moyenne vous mettrez bien 27 ans, vous prendrez bien 27 ans dans la gueule. Et il dit moi j'ai plus de 40 ans en fait, avec son système de règles, en fait c'est injouable. Qu'à 80 ans, si on arrive à 80 ans, on est mort, en gros. C'est sympa. On commence l'aventure à quoi? 15-16 ans, on va dire. Moi, j'ai dit 18 ans, c'est pas précisé. Mais en fait, effectivement, il dit, vous prenez l'âge que vous avez, il pensait peut-être aux lecteurs de 14 ans. Fuck. Mais maintenant, il y a des lecteurs de 40, de 50 ans, peut-être voire plus. Donc là, ils sont fucked avec les règles. On ne peut pas les suivre, c'est impossible. Vas-y, tu me le redis, le fuck, genre, c'est frustrant, vas-y. Fuck.
Putain, la saturation de ouf. C'était bon, ça. Moi, je... Alors, attends, Fred, t'es fan du peintre Escher, mais là, on est complètement dans un labyrinthe à la Escher, là. C'est vrai que moi j'ai fait un plan vite fait et il y a un étage où ça partait dans tous les couilles, donc j'étais en pur hasard. C'est assez chiant parce que il y a une illustration, tu l'as vu. En fait, c'est vraiment une peinture d'Escher. Il y a des escaliers partout. C'est comme dans le film Labyrinthe avec Jennifer Connelly et David Bowie. À la fin, quand elle est dans son labyrinthe à lui, c'est exactement là où nous sommes. Les escaliers n'ont ni direction ni gravité. C'est une représentation qui est connue de Escher, c'est peut-être sa plus connue effectivement. Moi, je l'ai vu parodier avec des poissons, avec des Lego. J'ai vu un mec le faire en Lego. C'est impressionnant. Cool. Avec les escaliers partout, les Lego qui montent. C'est cool. C'est vraiment bien fait. Et même dans Squid Game, il y a un peu ça, à une autre échelle. Et ouais, bon, en fait, le mec est raccord, le carré du camp, la menace, les salles, chaque salle, on perd on gagne plus ou moins d'âge. Et après, en fait, il fait tout un système de perte de points en fonction des âges qu'on a. On perd un point de force tous les 5 ans, en gros jusqu'à 50 ans. Tout ça. Bon, on se rend compte quand même, en fin de compte, c'est assez lourd. C'était chiant. Moi, tu sais que j'ai dû le dessiner au bout d'un moment. J'ai dû dessiner le plan pour m'en sortir. Oui, c'était trop compliqué. En fait, moi, je pensais que ça allait être un plan qui allait être scripté, un petit peu avec une narration. Tu sais, on sent que c'est une évolution. Mais en fait, ça m'a fait penser à les maîtres du destin. C'est ça? Non, comment ça s'appelle déjà? Ouais, c'est ça, les maîtres du destin. Oh, c'était super chiant comme labyrinthe. C'était vraiment pénible. Donc, j'ai sorti du papier, j'ai commencé à noter. Et là, bien sûr, tout va 10 fois mieux. Parce que tu te rends compte que le labyrinthe n'est pas aussi compliqué que ça. Et puis, tu commences aussi à te souvenir des numéros des cheminements. Donc, ça aussi, ça accélère. Mais... de toute façon, oui, faut faire un dessin. Sinon, c'est vrai que c'est pas très clair. Parce que des fois, ils utilisent ils utilisent est-ouest et puis des fois droite-gauche. Oui, alors ça, c'est énervant, ça. Ça, c'est énervant. Juste garde le compas, quoi. Nord, sud, est, ouest. Garde les directions cardinaux. Parce que là, gauche, droite, au bas, je suis mec, ça veut rien dire, quoi. Si on va à l'ouest. Oui, non, au bout d'un moment, au début, il faisait l'effort, puis au bout d'un moment, il faisait plus. Donc, effectivement, là, le schéma, franchement, s'impose. Après, c'est pas des grands labyrinthes, parce que c'est un labyrinthe par étage. Donc, c'est juste qu'en fait, des fois, vous tournez, des fois, les salles, donc il y a que 4 salles, mais des fois, il y a plusieurs entrées dans la salle, c'est tout. Donc, au bout d'un moment, bon, on dira pas que c'est des fois, c'est un peu tortueux. Moi, une fois, j'ai pas pu faire le plan, parce que entre les descriptions et ce qui s'est passé, ça avait ni queue ni tête. Moi, j'ai trouvé ça un peu chiant quand même, cette phase. Je reviendrai sur ma critique là-dessus, parce qu'il y a quoi causer là-dessus. C'est un énorme contraste de type de jeu comparé à la première partie, l'acte 1 de l'aventure, quoi. Moi, ça m'a vraiment fait bizarre dès qu'on est rentré dans un labyrinthe qui est du dungeon crawling, hein. C'est vraiment sortez votre papier millimétré et commencez à dessiner le labyrinthe. C'est vraiment ça, quoi. Et encore, c'est plus des bulles et connecter des petites flèches à chaque bulle. Comme ça, vous commencez à savoir où est-ce qu'on va. De toute façon, ou bien vous avez une salle vide, ou bien vous avez la fameuse salle où il y a l'escalier, mais ou bien il y a souvent des ennemis. Bon, bref. Ah oui, il y a un coq aussi. Il y a un coq. Cocorico. Voilà. Ou c'est un coq, je sais pas quoi, coq rat, ou encore une chimère. Moi, je sais que le premier étage est le crocopotame. Oui, c'est le truc de la couverture, je pense, non? Ouais, non, c'est pas ça, plutôt. Il y a les hirondelles aussi. Oui, hirondelle, ouais, toutes ces chimères. Écoute, voilà. Le radin, j'ai pas vu. Le radin, ouais. Le radin. Le radin. C'est toi le radin. Donc voilà, on arrive à la fin. Combat épique contre Goutard qui a des stats pétés. Toi, j'imagine, toi, c'était facile, encore une fois, non? Ah Goutard, oui, il a 18-18, moi j'ai 20-30. Voilà, encore une fois, vas-y. C'est bon. Donc, Fred nickel, Xavier morfle. C'est bon. La princesse du temps for the win. Hein, de toute façon. Ouais. Et puis, à la fin, c'est marrant parce que moi, alors, je pense que ça va être un peu différent. Sur ce moment-là, on bute Goutard. C'est un peu la fin. Mais après, il y a un épilogue qui dure un petit moment, ce qui est sympa. Moi, alors, dans ma version Fred, en tant que princesse du temps, le prince du temps arrive avec une grande armée française qui envahit le château. Il y a une grosse baston. Il vient nous voir. Et vraiment, le prince du temps, j'ai envie de le baffer. Il vient nous voir. Il fait, alors, qu'est-ce que tu fous? C'est ça, toi, ton enquête, c'est super lent, c'est bon, nous, on a déjà trouvé ce qu'il faut, on a déjà sauvé Goutard. Tu confonds Goutard et Gaillac depuis tout à l'heure. Goutard, c'est je le confonds, les noms. Ce que je veux dire, c'est Gaillac le Preux. Voilà, il a déjà trouvé Gaillac le Preux, il l'a sauvé, mais t'as ta claque. Le frère, pas du tout travail d'équipe, quoi. C'est vraiment pour ma gueule, c'est moi qui vais être le roi. Mais tu sais qu'il y a plus grande quête, là, c'est de sauver
c'est de sauver le monde, quoi, de retrouver les messagers du temps. Bref, c'est un petit con. Donc nous, on continue, et puis c'est la fin, le château est sauvé, voilà. Il y a donc Gaiok le Preux qui nous dit de le suivre, il va aller, lui, dans sa machine à remonter le temps pour retourner dans le monde du Chronos, on va dire. C'est dans une caverne où il y a donc cette contraption qu'on avait dit, cette bulle de téléportation. Mais avant ça, en fait, il y a Tiburce qui me prend dans les bras et qui me fait un baiser. Vraiment, tu sais, comme dans un film d'action, quoi. Le baiser foudroyant, c'est l'amour, on lui dit au revoir, peut-être qu'on passera la nuit avec lui, on verra bien, une fois qu'on aura ramené Gaiok le Preux. Donc voilà, on ramène Gaiok, il retourne chez lui, mais il y a encore une dernière mission à aboutir. Il faut qu'on utilise, ou je crois que c'est avec lui, il faut utiliser un objet très spécifique et trouver quelqu'un. Donc on trouve une jeune fille dans un pré ou je sais pas quoi, et donc on siffle, et bien sûr tout ça c'est de l'icône de Jeanne d'Arc. On est en train de utiliser un micro, un truc qui fait la voix de Dieu, qui l'incite donc à ce qu'elle aille se battre. Comme on a dit au début, les messagers du temps, Gaiok le Preux, en fait c'est lui qui est la voix de Dieu, qui incite donc à cette jeune fille de combattre les Anglais. Voilà, nous venons d'inspirer Jeanne d'Arc à devenir éternellement immortelle dans l'histoire. C'est la fin de l'aventure, on se pose, mais bien sûr, voilà, on sait très bien qu'il y aura donc une prochaine mission. Ça finit avec un joli cliffhanger, mais qui nous permet quand même d'avoir une histoire aboutie. Alors, je me souviens plus, Fred, je sais qu'il y avait un petit cliffhanger, tu te souviens ce que c'était tout à la fin ? Ah non, moi il me semble que c'est sur l'histoire de Jeanne d'Arc, là, que c'est la petite boutade sur le fait qu'on l'ait inspiré, c'est nous qui l'ayons inspiré pour... Ouais, t'as eu la même chose que moi, alors toi t'as eu un truc en tant que mec différent ? Non, je me souviens pas d'un cliffhanger. Ils me disent que l'aventure continue, mais bref, j'ai rien de. Je suis en train de regarder là, juste. Il me semblait qu'il y avait quelque chose, mais je peux me tromper. Hein. Oui, voilà, il y a quand même un petit. Alors, voilà ce que j'ai eu. Alors, cette aventure, vous la vivez en France également, mais pour cette fois dans la capitale, à Paris, une autre époque. Pour en savoir davantage, lisez dans cette même série le volume intitulé Le Masque de Sang. Donc, le cliffhanger, c'est plus de la pub. Lisez le prochain volume qui sortira bientôt. Donc on verra bien ce qui se passe. Mais toi, je sais que c'est va dépenser ta thune dans une auberge et bourre-toi la gueule. Et moi, c'est va prendre un rencard avec Tiburce, le roi des sangliers. Oui, c'est ça, ce que je voyais vite fait. Toi, parce que le paragraphe 370, le dernier, c'est celui qui concerne la fin de la princesse. Donc moi, écoute, moi, c'est l'amour. C'est le grand amour. C'est mignon, toi c'est vas-y le mec, j'ai tout défoncé, je suis le plus balèze, barrez-vous tout le monde. Fuck. Toi, j'hallucine, c'est vraiment intéressant ça, comme la différence de difficulté de nos deux personnages, parce que c'est même pas les statistiques, c'est juste à cause du sexe qui nous sommes, quoi. Fred, voilà, nous avons abouti la fin. Le carillon sonne pendant que la cloche s'écrase. Ah oui, moi, il y a eu toute une scène d'action aussi où je suis monté au-dessus du carillon avec des ciseaux, j'ai coupé les cordes pour le défoncer. Toi, t'as eu ça aussi ? Faut couper 3 cordes, oui, avec des tests. Mais bon, le plus dur, c'était sortir du labyrinthe. Après, le reste... si, il y a le combat contre Gotthard, mais... Ouais, voilà. Mais voilà, donc, le carillon s'effondre derrière nous, la forteresse brûle... Et nous voici donc vainqueurs, tous les deux, on se retrouve, mais apparemment nous nous entendons pas en tant que frères et sœurs. Allez, suis-moi dans cette taverne et discutons de notre critique. Fred, alors, comme d'habitude, qui est-ce qui commence, toi ou moi, sur cette critique de l'aventure ? Non, je vais bien commencer, parce que je pense qu'en voyant mon aventure, vous vous êtes rendu compte de quelque chose, c'est la facilité, en fait. La facilité du... C'était vraiment ça, mais la première scène m'a assez dérouté avec cette histoire de... Ah quand vous serez sur Terre, ce sera à vous de vous procurer des armes. T'atterris, t'as déjà un équipement complet à disposition. Ah oui, on l'a pas dit, mais la fameuse potion de Jouvenciane, là, vous permettait de, si vous avez produit réuni les ingrédients, de vous préparer un pain qui vous permettait de diminuer votre âge. Plus ou moins efficace. Moi, j'avais eu que 1 an, du coup, par tranche de pain. J'avais eu 7 ingrédients, je crois, seulement. C'était 1 an que je gagnais par chaque tranche de pain, mais le tranche de pain faisait 7 tranches. Moi, j'avais 5 tranches et elle me faisait gagner 4 ans. Chaque tranche de pain. Bon, t'as dû avoir un ingrédient en plus que par rapport à moi. Ouais, 1 ou 2, parce que j'avais coupé un petit peu la bave de Furio en mode berserk.
Oui, ça je l'ai eu, mais parce que j'ai pas eu, parce que j'ai pas. Attends, tu veux que je te dise la liste des ingrédients dans le jeu? Je l'ai noté pour. Il y avait quoi? Il y avait du saucisson de rat ou je sais pas quoi. 4 cheveux de moine, un verre de vase, un saucisson rat, 7 soies de sanglier et la baffe d'un nain furieux. Ah, moi j'ai eu le sanglier en plus, c'est pour ça. Ah, mais les sangliers, je l'ai eu aussi, parce que je l'ai noté, mais ça, c'est ceux que j'ai trouvés, mais il y en avait d'autres des ingrédients. C'est ceux que j'ai pas trouvés. Ah non, des ingrédients, il y en a bien au moins 12. Il y avait des trucs avec les mollus aussi, les sorcières, et comme on n'est pas allé les voir. Bah, j'ai mes notes, là, je les ai. Alors, c'est une fleur de sabot de Vénus, 7 soies de sanglier savant, 4 cheveux de moine piétieux, 2 rognures d'ongles de mollu, 3 gouttes de bave de nain furieux, une pincée de poudre d'os de chouette, une tranche de saucisson de rat, un verre de vase coupé dans le sens de la longueur. Ah oui, dans la longueur, oui. Une langue de caméléon albinos. J'ai complètement oublié ça, mais avec Furios, on s'est battu contre des caméléons albinos dans les sous-sols avant de se faire capturer. Et en fait, c'est marrant aussi que c'est pour avoir les postillons de Furios, on fait exprès de le provoquer qui s'énerve. Est-ce que toi, tu l'as provoqué un petit peu ou un peu trop? Oui, je sais, juste en l'appelant petit, voilà, il s'est énervé, mais il n'en a pas voulu non plus trop longtemps. Oui, parce qu'il est en mode berserk, hein, ses caractéristiques, être double, hein, c'est marrant. Bon, bref, moi j'ai trouvé que c'était très facile, très scripté. C'est-à-dire qu'en fait, moi, vraiment, j'ai beaucoup de paragraphes où on me disait, vous avez fait ci, rendez-vous à ce paragraphe-là. Il n'y a pas vraiment d'arborescence. Effectivement, au début, bam, j'ai mon équipement, j'ai mes armes et 2-3 conseils. Bam, j'ai l'oracle, il me dit tout. Bam, je trouve l'objet pour faire ma quête. Bam, je tombe sur mon allié qui m'emmène direct. Et en fait, la séquence, le vrai défi, c'est un peu la séquence du labyrinthe. Mais bon, les règles étaient un peu lourdes quand même, et vous avez beaucoup de chances de pas réussir. Et effectivement, je crois que le combat de fin est difficile, qu'en fait, si plus t'es en âge et plus tes caractéristiques sont merdiques, c'est pour ça que le boss, il est cheaté. Par contre, j'ai passé un beau moment, je sais pas comment te dire, j'ai trouvé que c'était une bonne ambiance, c'est vrai que c'est plutôt bien décrit, il y a vraiment à dire, c'est comme un roman, avec un peu plus de choix, on est assez à l'aise, assez pris par les événements. J'ai bien aimé le ton, j'ai bien aimé l'univers, j'ai trouvé que la petite fin sympa avec le porte-voix pour se faire passer pour la voix qui influence Jeanne d'Arc. Même nous, notre perso, c'est pas pourquoi il fait ça, il dit mais pourquoi parler à cette paysanne, ça va changer quelque chose, on le fait quand même. Et donc ça met un peu en perspective les messages du temps, ce qui nous attend dans les autres aventures. Mais moi j'ai trouvé ça méga facile. Ouais, et puis on nous a parlé des cartes du destin, on les utilise pas. On sait qu'on peut les utiliser dans l'aventure, mais nous on n'est pas passé par les chemins. J'ai envie de dire qu'il y a un petit goût il y a un manque de calibrage. J'aurais jamais cru dire ça d'un livre-jeu, parce que la plupart du temps ils sont plutôt frustrants, on les finit pas. Bon là il est frustrant, parce qu'effectivement si vous suivez les règles stricto sensu pour le labyrinthe, vous allez un peu galérer, surtout si vous perdez. Moi ça a été les premiers étages, c'est dans le dernier, celui où tu perds le plus d'années, où j'ai commencé à me perdre. Et donc là c'est sûr, là, ça s'enchaîne, bam 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 bam. Tu perds ton perso assez facilement. Donc moi j'ai trouvé qu'il y a un manque de calibrage trop facile, trop difficile à la fin. C'était somme toute assez court. Je pensais qu'effectivement, quand je te dis ton aventure est la mienne, en fin de compte, on a fait la même chose, même si toi t'étais princesse et moi j'étais prince, on a fait la même chose. Il y a eu plus de difficultés, mais on est passé par les mêmes endroits, pour les mêmes résultats. La seule façon qui a changé, c'est comment tu t'es introduit dans la forteresse. Donc moi, c'est vrai que dans les livres-jeux, moi à la rigueur, je préfère avoir beaucoup d'arborescence assez fluide, assez énorme, avec beaucoup de choix, et quand tu compares les aventures, tu vois vraiment que le mec a fait quelque chose d'autre, ça donne envie de te rejouer. Là, j'ai été porté par l'univers, bon, c'est un peu comme vieilli, hein, quand je dis vieilli, c'est qu'on voit bien que c'est des années 80. Et moi, en fait, j'ai pas eu la dimension jeu, j'ai la dimension plaisir de l'histoire, c'était bien écrit, l'ambiance, ça change. Les règles, je m'en suis pas trop... Les combats, j'ai vu que j'étais un peu... j'ai surclassé mes adversaires, donc je faisais des tests et je voyais bien qu'ils avaient aucune chance, donc j'ai passé assez vite, par 2-3. Moi, je trouve que ça manque c'est pas assez calibré, c'est pas assez calibré, il y a pas eu peut-être assez d'essais pour voir à quel niveau de difficulté fallait mettre, et j'ai vraiment l'impression d'avoir, en fait, d'avoir été un vaisseau d'une histoire sans l'avoir créé moi-même. Plutôt vraiment suivi le script, quoi. Je trouve ça un peu dommage, où t'as passé un bon moment, mais t'as pas vraiment eu des vrais choix à faire. Moi, tout était scripté, hein, pratiquement. J'ai pas vraiment eu de choix difficiles à faire. La seule chose qui était un peu compliquée, c'est l'énigme. On m'a posé une énigme. Ce qui est sympa, c'est qu'elle était pas trop compliquée, donc en se posant un peu, en réfléchissant vite fait, on trouve. Donc là, pas de frustration.
Mais non, je sais pas, bah, c'est à ce niveau-là que je suis déçu. Dimension jeu, j'ai envie de dire, dimension arborescence, dimension rejouabilité. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une saga avec plusieurs bouquins, donc ça peut que se rattraper dans les livres suivants, j'espère. Non, écoute, c'est intéressant. Moi, j'ai... Ah, écoute, je te raconte, parce que moi, j'ai vraiment une critique. Je crois qu'on se retrouve un petit peu dans le milieu, mais c'est quand même un peu différent, donc... J'ai trouvé en effet que le jeu met en avant le scénario. C'est sûr que c'est très scripté, mais c'est au détriment du gameplay, avec aussi un choix de type de livre-jeu qui patauge, qui est un peu mélangé. Et ça vient où, comme je disais au début, ce premier acte, qui est très livre-jeu, peut-être pas assez de choix, hein. C'est quand même un peu tous les deux dans la même direction. On voit quand même qu'on arrive au même moment, aux mêmes événements. Il n'y a pas vraiment cette division, c'est un peu les livres-jeux qui nous obligent à passer un peu par tous ces moments clés, bien sûr avec peut-être différentes situations, différentes choses. Mais surtout la fin, moi le Carillon de la Mort, ça m'a vraiment surpris. J'ai pas compris tout de suite que ça arrive dans un dungeon crawling, parce que quasiment tout le livre est très anti-dungeon crawling. On est vraiment dans l'histoire. Comme je dis, on met en avant le scénario. Mais un système de combat qui est très simple, mais qui se complique la vie, quand il pourrait être beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant et, comment dire, dynamique. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des combats, voilà, on a envie d'y jouer, on a envie de s'amuser, parce qu'il se passe toujours des choses intéressantes via ce système de localisation de dégâts. C'est pas mauvais, bien sûr, mais voilà, c'était quand même très limité. La bonne chose, c'est que dans le scénario, en fait, il y a beaucoup de moments qui étaient très amusants. Alors moi, très différent, comme vous l'avez constaté de Fred, moi j'ai morflé en tant que la princesse du temps. Quand j'étais dans la petite cabane au début, là, en effet, je vois que il y a des armes, il y a une armure, il y a une épée, mais je rencontre donc un paysan qui s'appelle Eudes Ledoux, qui me dit t'en as pas besoin, t'as une femme, et j'ai dû le convaincre. J'ai dû vraiment montrer que non, je sais me battre, je sais ce que je veux, laisse-moi faire, mais en même temps, je suis pas chez moi, il faut que je mesure bien mes mots sans, je sais pas moi, peut-être que ce mec il va me couper la tête. Donc à chaque fois en fait que j'ai obtenu quelque chose, c'était toujours avec une difficulté. Pareil pour l'oracle, le mec était pendu, hein, Zeugman, l'heure solaire, voilà, il m'a dit non, je te limite, et puis je te parle que en devinette, c'est à toi de deviner ce qui est bon ou pas, et si j'étais voir les molasses, on m'a bien dit que si je suis une nana, je vais morfler, quoi. Tout était difficile. Même pour rentrer dans la forteresse, c'était difficile. J'avais pas de clé secrète. Je me demande comment j'aurais pu rentrer dans la forteresse si j'étais pas musicienne et que j'avais pas trouvé la flûte. Parce que bien sûr, il faut trouver l'objet et avoir le talent. Donc tout était compliqué. Mais ce qui m'a donné aussi, une gratification de succès. À chaque fois que j'accomplissais ces choses-là, je sentais que j'avais réussi quelque chose de difficile. Et quand j'avais pas les talents, je crois qu'il y avait Charpentier où il fallait sauter pour attraper une échelle dans le carillon, et au bout d'un moment, je m'égratine, je prends un dégât, je dis bon, j'imagine que si j'avais le talent, voilà quoi, je suis arrivé sans problème. Donc il y avait vraiment une difficulté constante. Après, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est les personnages non joueurs. J'aime beaucoup qu'on ait en fait des PNJ. On a un groupe d'amis, on a Furious, et quand on est dans des combats avec Furious a son propre dé et fait ses propres attaques, et aussi peut rentrer en berserk, on lance un dé pour déterminer voilà s'il rentre en berserk ou pas. Et ça j'aime bien ça, hein, Fred, on aime bien ces choses-là quand notre groupe devient en fait une communauté, hein, pour jouer surtout avec Anna. Vous savez que ça peut-être refaire monter la note d'un poil de cul de Sanglier. Ah, très bien dit. Donc ouais, ça j'aime beaucoup ça dans le livre, ça c'était chouette. Ce que j'ai pas aimé, c'était les antagonistes. Notre antagoniste, pour pas me tromper, Fred, je vais bien dire son nom, qui est Gouttard, je regarde bien mes notes, pour pas le confondre avec Gaiok. Gouttard, en effet, un peu le classique méchant, comme dans l'Inspecteur Gadget, veut conquérir le monde, utiliser des objets, blablabla, pas vraiment de profondeur, ça nous parle pas du tout, pas très humain, manque de motivation ou de raison, un peu trop simplet. Moi je sais, je suis difficile pour un livre-jeu, mais écoutez, c'est ça la critique, hein. Je veux dire, il y a des aventures auxquelles on a joué, je veux dire, Zaradanmar, Zaradandri, Zagor, je comprends beaucoup plus leurs intentions, parce qu'on nous explique bien d'où ils viennent, et quel est leur but, je comprends aussi, et puis si on se met à la place de leurs chaussures, on dit, mais ils sont pas tout à fait des méchants pour être des méchants. Ils ont bien sûr un but, et c'est de conquérir, reprendre ce qui leur appartient. Donc il y a quand même une chose intéressante là-dessus. Bref, dommage, ces méchants un petit peu bébêtes, quoi.
Mais vraiment, ses points forts, c'était une histoire qui est attachante, un monde fantastique qui est intéressant parce que ça se base sur notre réalité à nous, la guerre des 100 ans, en France, on utilise vraiment quelque chose qui existe, mais on ajoute pas mal d'éléments fantastiques, on va dire un peu de dark fantasy, parce que la magie est quasiment pas présente. C'est plutôt nous qui sommes un personnage, venant d'un monde magique, mais nous n'avons pas vraiment de manage. Et j'aime bien ces univers-là où tout est très, on n'est pas Uber, on n'est pas super balèze, et peut-être que des fois on va trouver des objets ou des choses qui vont nous rendre plus puissants, c'est intéressant. Une limite à l'écriture qui est difficile à maîtriser. Et puis voilà, comme je disais, le carillon à la fin, ce donjon labyrinthe super relou qui m'a bien cassé les pieds, j'ai dû sortir du papier et dessiner, je me dis merde là Fred, là je perds la joie de l'aventure. Et là je me suis fait chier. Mais voilà, j'aime bien les conclusions, on a une vraie fin dans ce livre, une fin qui dure, on a quand même une dizaine de paragraphes qui continuent en nous expliquant un peu ce qui se passe une fois qu'on a battu donc notre antagoniste. Alors pour résumer, voilà une belle aventure. Ça offre, je pense, une relecture amusante parce que là, en t'écoutant, Fred, je me dis complètement différent si on joue le prince. Et puis j'irais bien explorer d'autres parties du monde et surtout trouver les coups du destin, l'utilisation de ces cartes. Merde quoi, c'est où ces moments-là ? Peut-être que le livre est plus profond que l'on le pense. Voilà. Ouais, je trouve que Camille réussit sa magie de nous emporter dans un monde avec des personnages et une quête qui est intrigante. On a envie de savoir ce qui se passe, quoi. Il y a ce combat ce combat de frères et sœurs, de devenir le maître du temps, et c'est intéressant. Donc, si je le note, Fred, en effet, moi je trouve que ça va encore. Je le note 17 chronos sur infini. C'est pas terrible alors. 17 chronos sur infini, je sais pas, moi je sais pas ce qu'est le max de l'infini, mais bon. Écoute, moi, si on veut noter comme on s'amuse, faire des petites étoiles, ça touche la zone du milieu, 3 sur 5. Oui, c'est ça. Sympa quand même. Mais ce qui est, c'est que ça donne envie de savoir dans quelle époque on sera projeté au prochain livre, parce qu'ils ont dit la ville, mais je crois pas qu'ils sur Paris, le titre, mais ils disent pas à quelle époque ce sera. Sachant qu'on a des cartes de crédit qui nous attendent, moi je me dis qu'on va vraiment être dans l'époque moderne, et ça va être... Plus tard, à mon avis, le deuxième, je pense que ça va se passer, je serais pas étonné, vu l'amour de l'histoire qu'a Camille, je serais pas étonné si ça se passe pendant la Révolution française. Mais je sais pas. Okay. Oui, c'est ça. Si c'est la Révolution, ça va être ou bien avec Marie-Antoinette ou Robespierre, on va voir. Hein. Ou guillotine. Voilà. Bah écoute, on continue nos aventures. Moi, j'accroche à mon églantine en tout cas, parce que écoute, moi j'en ai chié pour obtenir des trucs, mec, comparé à toi, et je t'admets que je me suis accroché à elle, et j'ai bien aimé sa petite histoire d'amour avec le petit saltimbanque qui habite dans les bois, Tiburce, même si c'est très gnangnan. Ouais. En plus, c'est marrant parce que moi, en plus, en fait, le mec, Camille, il nous dit, en gros, vous êtes le prince ou la princesse en fonction de votre sexe. Si vous êtes un lecteur, si c'est un garçon, c'est le prince. Si c'était une fille, parce que moi, sinon, j'aurais bien pris la fille parce que je me suis dit comme ça aurait changé. Mais là, je regrette pas du coup d'avoir lu avant toi et d'avoir écouté l'auteur. Différent, hein, très différent, hein, notre aventure quand même. C'est cool, quoi. On a vécu les mêmes moments clés scénaristiques, mais on est quand même arrivé par différents cheminements, quoi. Oui, c'était quand même la question de savoir si cette histoire de sexe allait influencer en quelque chose ou pas, et la preuve que oui. Donc ça, c'était plutôt bien fait de ce niveau-là. Voilà, donc on va dire que c'est un bon premier acte, et on attend de voir les autres. Puis on aura peut-être des bonnes surprises, et c'est vrai que on voit bien que ça c'est quand même différent de toute la production anglo-saxonne, donc c'est vrai que pour ça, c'est bien aussi. Ouais, franchement, c'est intéressant d'aller dans du Made in France, quoi. C'est cool de voir un peu ces différences-là. Et puis voilà, c'est un produit différent. Hâte de découvrir le deuxième volume. Je pense qu'on va en faire peut-être un tous les ans. Donc voilà, patience. Mais on a pas mal d'autres séries qui seront là d'ici là, quoi. Fred, mec, écoute, ce fut toujours un plaisir de se retrouver ensemble. Surtout là, ça faisait un bail, mec. Je suis content. Ouais, c'est vrai que ça faisait un bail avec Fabien et les patchs d'intérim, c'est fait sans problème, mais c'est bien que ça s'arrête aussi, qu'on puisse faire un bel été avec 3 beaux bouquins et une série qui va se terminer, mais ça c'est différent, c'est pas grave. Allez Fred, viens avec moi, retournons dans notre bureau des podcasts dont vous êtes le héros, et justement rendons honneur à nos Patreons. Étienne, alias Damol. Simon, la sauce passe marino, Vulcain et vive la mer. Ça fait longtemps que j'avais pas dit, ça me fait manquer. Salut Simon. Salut Simon. Et puis Ems, le joue-killer.
J'adore son pseudo parce que j'ai eu du temps à le comprendre, mais c'est celui qui joue en bouquinant, donc il joue Kinner. Excellent, Rick Haim. On a aussi Jean-Christophe Comon, Dark Nihilus, notre nain favori, et notre intervieweur favori. Yes, suivi du grand maître parano global, Lorkéan. Dorn JV, qui je vous rappelle a toujours une bonne chaîne YouTube, Dorn JV sur le rétro gaming, c'est toujours sympa. Ouais, en plus il s'y connaît bien, quoi. C'est vraiment sympa ses choix. Et Nicolas Tonnelier, la reine de la communauté des livres dont vous êtes le héros sur Facebook, Laure Anne. Un grand coucou à Sébastien. Un coucou à Sébastien Bélézy. Docteur Yo. Yann Courdec. Et un nouveau venu, salut, un nouvel aventurier, Frédéric, bienvenue au Patreon. Bienvenue Fredo. Et Atlas but not least, Guillaume Vendée. Oh putain, il était bon celui-là. Ils sont toujours bons, à chaque fois c'est ça, quoi. C'est Ninja, oh putain, il était bon celui-là. Ouais, Guillaume qui a lui aussi qui a un podcast et tout. Mais oui, le Tech Café, quoi, un excellent podcast. Donc voilà, si la technologie ça vous intéresse, bah rendez-vous-y. Et Fred, bah voilà, écoute, ce fut un plaisir. Et puis on va se retrouver très bientôt. On a quand même pas mal de livres cet été à couvrir. Ça va être chouette, mec, on va bien s'éclater. Et donc pour finir, je t'ai passé mon bac de vinyle. Vas-y, fouille dedans, trouve-moi-en avec une pochette de dingue qui t'intéresse. Alors, t'as pas du simili Frazetta dans quelque part ou qui traîne? Attends. Oh, bah c'est quoi ça? Oh, t'as trouvé quoi? Un mec avec une épée. Oh, génial. Ah mais oui. Vas-y, balance-le aux auditeurs, quoi, qui savent ce qu'on va écouter. Alors, The Sword, The Dream Thieves. Ouh là là, les voleurs de rêves. Ça en jette comme titre. C'est génial, quoi. Allez, on vous souhaite de triper un bon moment sur du space grunge rock. Et puis, passez à toutes et à tous d'excellentes aventures dans le monde des livres-jeux. Et on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Tchoussi, bye bye.